Alors, il nous reste un petit moment pour, partager des questions avec la salle. Alors, moi, je vais en lancer la première. L'Europe, s'est construite, dans les crises, pour l'essentiel. Nous avons eu, Trump 1 qui nous a, poussés, fermement à augmenter nos dépenses de défense. On se souvient tous du sommet de l'OTAN de 2018 où Madame Merkel s'est faite tancer comme une petite fille par un maître d'école. Nous avons eu ensuite, Vladimir Poutine qui, nous a aussi incités à, redevenir très lucides très rapidement, et nous avons maintenant Trump 2 qui crée une forme d'ambiguïté stratégique lui aussi, puisqu'on ne sait pas si, on peut toujours avoir confiance précisément. Alors, est-ce que, selon vous, ces réveils progressifs des Européens en matière de défense est un réveil qui va suffisamment vite? Autrement dit, est-ce qu'on est dans le bon tempo? Parce que dans votre exposé, on a bien saisi que le rythme avec lequel on exprime une vision et on la met en œuvre est absolument décisif pour réussir. Alors, c'est effectivement ce qui manquait dans mes propos. Donc, merci de l'avoir relevé avec beaucoup de diplomatie, mais c'est une question. Je vais vous. Parce que la réponse, c'est non. Hein. Mais pourquoi c'est une question essentielle? C'est une question essentielle parce que elle est complètement liée à tout ce dont on a parlé, et vous avez parlé, vous, ce matin. Vision, leadership, saisir les fenêtres d'opportunité et vitesse. Et vitesse, c'est le mode opératoire. Parce qu'au fond, quand on est un responsable politique ou un responsable d'entreprise, on a été les deux, tous les deux. C'est rare. C'est pour ça c'est une autre raison pour laquelle on s'entend bien. C'est assez rare dans l'écosystème français. Et on sait que quand on est dans une situation de management, donc opérationnel, il faut évidemment faire avancer, pas que les équipes, les parties prenantes. Alors, quand c'est une entreprise, c'est les actionnaires, c'est les clients, c'est les collaborateurs, c'est les syndicats, c'est les collectivités locales, c'est les pays dans lesquels on opère, c'est les organisations non gouvernementales. Et tous ceux qui estiment avoir quelque chose à dire sont quelque part légitimes. Il faut considérer qu'ils sont légitimes. Et votre rôle à vous, c'est de les écouter et après d'aligner tous les petits vecteurs qu'ils représentent. C'est évidemment encore plus vrai en politique et en particulier dans le travail institutionnel tel que je viens de le décrire à l'instant au niveau des institutions européennes. Et là, moi, j'ai trouvé qu'une seule solution. Une fois qu'on a articulé la vision, qu'on la plante, c'est la vitesse. Parce qu'au fond, si vous courez plus vite que tout le monde, tous les petits vecteurs qui sont dans des sens différents, ils vont essayer de vous rattraper. Donc, ils courent derrière et ils s'alignent. Et donc, on aligne tout le monde. Il ne faut jamais s'arrêter de courir. Donc, la vitesse est absolument clé comme mode opératoire de ce qu'on vient de dire. Et évidemment, quand je dis sur TF1 un 20 mars 2021, le 15 juillet, on aura atteint l'immunité collective, je crée de la vitesse. On prend des risques quand on crée de la vitesse. Quand on dit on va livrer ce million d'obus, personne n'y croit. On prend des risques. Donc il faut évidemment, la vitesse ne vient pas tout seul. Et surtout dans des institutions comme celle-là. Parce que vous avez toujours 1000 raisons de dire non, attendez, oh là, c'est trop dangereux. La vitesse ne vient pas toute seule. Donc il faut créer les conditions de la vitesse. Et dans le cas d'espèces qui nous occupent, les conditions de la vitesse, c'est l'urgence dans laquelle nous sommes, évidemment. Pour l'instant, on a enclenché les mécanismes. La commission a enclenché, je l'ai dit, c'était un très bon premier pas, mais il faut aller très vite au second, parce que c'est le second, j'espère vraiment qu'on pourra le mettre en place. Je sais que c'est difficile. Je sais que notamment les Allemands y sont opposés. Les Néerlandais également. Bon, les Néerlandais... l'ancien Premier ministre néerlandais, il était quand même à 1,2%
de dépenses par an. Bon, maintenant, il nous dit, à juste titre, depuis qu'il est secrétaire général de l'OTAN, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il faut vite monter à plus de 2%. Mais comme on aime beaucoup Mark Rutte, on ne lui rappelle pas ses origines. Parce qu'on l'aime beaucoup, et on a raison de bien l'aimer, parce que c'est un très bon secrétaire général. Mais enfin voilà, donc il faut évidemment que tout ça se mette en mouvement. On sait qu'on a encore quelques freins, mais voilà, c'est là où le leadership doit faire la différence. Je ne sais pas vous répondre plus que ça, mais je sais que c'est un ingrédient absolument indispensable pour franchir cette nouvelle étape. Bien, merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à la salle. Je vois déjà des mains se lever, nombreuses. Donc, on va commencer par celui qui a le micro et qui est notre hôte. Merci madame la ministre, monsieur le commissaire. D'abord merci pour ces déposés passionnants. Et je voulais vous poser la question sur la question du parapluie nucléaire, puisque il y a un enjeu majeur qui est celui au sein de l'Union du parapluie nucléaire français. Quelle est votre vision sur cet enjeu? Et deuxièmement, mais elle est corrodée, c'est-à-dire qu'on voit quand même monter partout en Europe les partis d'extrême droite, et notamment qui se nourrissent en partie de cet enjeu de la défense en disant, en gros, c'est un sens, un abandon de souveraineté que les États concèdent aux institutions de l'Union. Et comment faire face à cette montée des partis des extrêmes qui se nourrissent justement de cela? Merci. Oui, alors c'est certain que je l'ai vécu vraiment, l'extrême droite, et les extrêmes de façon générale, mais l'extrême droite en particulier, et vraiment, au cours de mes 5 dernières années passées à Bruxelles, je l'ai vu pas uniquement pour la France, je l'ai vu vraiment partout, sont extrêmement liés évidemment à la Russie. Hein. C'est très clair. Et voilà, c'est comme ça. Après, j'en tire pas plus de conclusion que ça. C'est une constatation. Elle est argumentée, elle est documentée, et c'est un fait. Deuxièmement, il est clair que Vladimir Poutine, ça je l'ai vraiment vécu moi-même, il ne veut pas, n'aime pas l'Europe. Il n'est pas le seul, du reste. Je pense que maintenant, ils sont 2. Mais il n'aime pas l'Europe et il préfère 1000 fois une Europe divisée. Parce que l'Europe tout seul, l'Europe ensemble, c'est 450 millions de concitoyens. La Russie, c'est 140 millions d'habitants. C'est un PIB qui est à peu près l'équivalent ou pas loin de celui des États-Unis. La Russie, c'est l'Espagne. Enfin, donc on comprend très bien pourquoi tout concourt à diviser l'Europe. Et en particulier, donc, le souverainisme, c'est ça. Alors maintenant, on sort plus de l'Europe parce que c'est plus populaire. Avec le Covid est passé par là, toutes les crises. On sort plus de l'euro, c'est quand même un miracle, parce que c'est plus populaire. Alors ça, c'est quand même un virage sur l'aile incroyable. Mais enfin, tant mieux, on encaisse. Hein. Bon. Très bien. Mais on est vraiment souverainiste, c'est-à-dire, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais ça veut dire on casse l'Europe. Voilà. C'est ça ce que j'ai compris. Encore une fois, je respecte. Hein, chacun est là où il est. Bon, ce que j'ai un peu plus de mal à comprendre, c'est quand les autorités américaines, quand ils vont à Munich, ne saluent pas le chancelier allemand, et vont voir d'autres personnes. Ça, c'est un choix, hein, encore une fois, mais il a beaucoup contribué à ce que je disais tout à l'heure sur la confiance et sur le déclic. Voilà, bon. Mais donc ça, on le sait, c'est une réalité, et donc il faut évidemment, nous, être très clairs sur les objectifs que l'on mène. Maintenant, vous avez vu dans mon propos que je n'ai jamais parlé de défense au sens stricto sensu européenne. Je n'ai jamais parlé d'armée européenne. Je n'ai jamais parlé de partage de la dissuasion européenne. J'ai uniquement dit que dans l'usage que la France, et ça restera toujours, évidemment, à la seule main du président de la République, qui du reste est élu au suffrage universel, y compris parce qu'il est le seul à avoir accès à cette décision ultime, jamais il y aura un partage. Et donc c'est pour ça que je vous dis, il faut organiser une transition. Même si on veut être un tout petit peu plus explicite sur ce que veut dire cette dimension européenne, il faut en même temps maintenir, mais ça, vous le savez bien mieux que moi et que nous tous, Florence, l'ambiguïté stratégique. Donc c'est pour ça qu'il nous faut un peu de temps pour faire ça. Il ne faut surtout pas se précipiter. Il faut ouvrir, il faut engranger, compris par parenthèse un sujet qui m'est cher, mais j'ouvre une parenthèse, c'est qu'à partir du moment où le chancelier Friedrich Merz
dit qu'il reconnaît à la France sa spécificité, dont finalement l'ensemble de l'Europe peut bénéficier, alors, moi je pousse un tout petit peu le bouchon un tout petit peu plus loin. Alors, vous savez que en tant que ministre des Finances, j'étais très très rigoureux et très strict à baisser la dette. Je suis très critique sur mes successeurs. Mais c'est toujours le problème dans la vie, hein, Florence. C'est les successeurs, c'est toujours la même chose. Hein. Bon, Si je puis me permettre, je crois qu'elle était encore mieux gérée quand moi je m'en occupais. mais on n'a pas de successeurs. Non. Voilà. Je vous ai précédé de beaucoup. Et donc, ce qui est très important, c'est que, enfin, ce qui est important. Donc, j'ai fait un petit calcul. Reconnaissons que l'Allemagne n'a pas, et l'Allemagne d'autres, notamment les dits frugaux, n'ont pas investi comme ils auraient dû investir. Donc, c'est plus facile d'avoir des finances publiques en meilleur état. Donc, j'ai calculé. J'ai fait mon calcul. Moi, je suis amateur, alors j'ai calculé. Donc, j'ai calculé, puis j'ai recasté les dettes défense. Et j'ai calculé les dettes de tous les pays européens, si jamais. Et l'Allemagne, elle n'est plus à 63, elle est à 82. Ah ben, c'est plus pareil. Comme rien ne m'arrête, vous l'avez compris, je me suis dit, mais au fond, il y a une autre dette. Vous voyez, on peut ouvrir comme ça des discussions. Dire, oui, non, mais tu as raison sur l'avenir, mais si tu reconnais sur l'avenir, ben, il faut reconnaître qu'est-ce qui a été fait pour en arriver là. Donc, comment on fait? Parce que sans ça, on sait bien que le sujet, notamment entre la France et l'Allemagne, à 62% d'endettement pour les uns et 113% pour les autres. Pourtant, quand j'ai quitté Bercy, on était à 67 pour l'Allemagne et 62. Hein. Non, mais bon. Non, mais c'est pour vous dire que. Polémiquer. Non, mais c'est juste pour dire à l'auditoire qu'il n'y avait pas si longtemps, la France était devant l'Allemagne. Je fais juste ça en passant. Je dis ça, je ne dis rien. Il n'empêche que maintenant, on est à 113 et que l'Allemagne est à 62. Bon, et que donc, évidemment, c'est difficile de parler, d'avoir du leadership. Mais si vous rajoutez ensuite les dettes carbone, parce que les États membres ont évidemment beaucoup projeté de tonnes de carbone. Donc, j'ai calculé, depuis le début de la zone euro, combien chaque pays a émis de millions de tonnes de carbone. J'ai mis le prix des ETS. Ah ben là, l'Allemagne et la France sont égales. Voilà, donc je vous dis juste qu'à partir du moment où on ouvre cette porte, on peut peut-être commencer à avoir des discussions. Et c'est toujours pareil, qu'est-ce que je recherche en disant ça? Et là, je suis sérieux. Je cherche à éviter de nous diviser. Parce que je sais trop, j'ai participé à tant de réunions de l'Eurogroupe et de l'Ecofin, où j'ai tellement entendu moi-même, du reste, lorsque j'étais mon homologue allemand, il était à 67%, Pierre Steinbrück. J'étais à 62%, et quand Pierre Steinbrück voulait nous faire la morale, j'ai dit, Pierre, écoute, t'es gentil, mais tu fais ce que j'ai fait, puis après tu parles. Bon, maintenant, évidemment, les choses ont changé. Hein, donc, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut absolument aussi rééquilibrer, je dirais, les narratifs dans lesquels nous sommes, qui nous ont amenés à là où on est aujourd'hui, pour dire qu'au fond, il n'y a pas des bons élèves et des mauvais élèves. On a pu être bon là et mauvais là, mais il n'y a que des États membres qui sont engagés dans le projet européen. Et derrière, il faut trouver les moyens qu'ils soient tous engagés à peu près à des niveaux identiques pour redonner la parole à tout le monde et éviter ce débat absolument mortifère qui était les frugaux contre les cigales, ou je ne sais plus comment vous appelez, les Club Med ou je ne sais quoi. Voilà. Donc voilà, je voulais vous dire ça en passant parce que c'est pour vous dire que ça ouvre, mais très prudent, évidemment, sur les discussions. Mais peut-être vous dites un mot dessus sur le nucléaire, peut-être. Oui, je pense que bon, le nucléaire est toujours une matière assez délicate à manier. D'abord parce que c'est la prérogative absolue du président de la République. Donc, le paraphraser n'est pas une bonne idée. En revanche, je peux vous inviter à lire. Chaque président de la République fait toujours un discours sur la stratégie nucléaire du pays. Et donc, le président de la République a fait le sien en février 2020. Et nous y avions beaucoup travaillé parce que, comme l'a très bien rappelé Thierry Breton, il y avait déjà eu, entre la France et la Grande-Bretagne, l'adoption d'une posture politique vis-à-vis de la dissuasion nucléaire commune. Et donc, dans ce traité, il y a une phrase que je ne voudrais pas répéter parce que je vais l'écorcher et donc elle va donner lieu à des contresens, donc je ne l'évoque pas. Mais nous avions, à partir de cette phrase, travaillé sur la manière de l'élargir, au fond, à l'Europe, à l'Union européenne. Et donc, à la suite de ce discours qui a été fait en février 2020, donc juste avant que nous ne basculions dans d'autres sujets,
le président de la République avait clairement fait un appel du pied à la chancelière Merkel à l'époque. Appel du pied qui est resté complètement, enfin, sans réponse. Bon. Et donc, c'est intéressant de voir que, au fond, cette graine qui a été semée, sans qu'elle ait germé, est susceptible de germer, mais jamais, au grand jamais, il y aura plusieurs doigts qui seront susceptibles de presser sur un bouton, et on espère que ce bouton ne sera jamais actionné. C'est d'ailleurs un peu l'idée hein, de tout cela. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine que vous relisiez dans le texte ce que le président de la République avait énoncé, qui était une ouverture à la prise en compte des intérêts des Européens dans l'appréciation que le président de la République seul peut faire de ce que sont les intérêts vitaux de la nation. Voilà, donc les intérêts vitaux de la nation peuvent s'inscrire dans un contexte élargi où ceux-ci sont vus aussi en prenant en compte le sort des Européens. C'est l'idée. Mais je voudrais pas avoir commis moi-même de contresens parce que ça fait quand même 5 ans qu'on l'a qu'on l'a Et donc, mis au point. donc, vous partagez le fait que ces questions sont peut-être plus à même d'être traitées dans le cadre de l'OTAN qu'ailleurs. En tout cas, qu'il ne faut pas tirer d'un trait ce qui se passe aujourd'hui, malgré ce dont nous avons parlé sur la confiance avec nos alliés On américains. ne peut pas passer par pertes et profits 80 ans de construction patiente de ce qui est le cœur de l'OTAN, c'est-à-dire l'interopérabilité des armées des pays qui la composent. Donc, l'histoire des États-Unis et de la relation entre les États-Unis et l'Europe ne peut se résumer à ce que nous sommes en train de vivre. C'est une crise majeure à laquelle nous sommes exposés. Donc, il faut la traverser, il faut se donner les moyens, d'en effet, de renforcer notre pilier européen. Ça, c'est indispensable. Et nous n'avions pas besoin de M. Trump pour, me semble-t-il, parvenir à cette conclusion. M. Trump nous fait peut-être gagner de la vitesse pour revenir au mot précédent, mais c'était une nécessité. Alors maintenant, jusqu'où est-il prêt, lui, à briser la confiance avec les alliés? Ça, c'est une question. Et je voudrais vous rappeler, parce que ça aussi c'est un texte magnifique qui mérite d'être relu, c'est la lettre de démission que le premier secrétaire à la défense de Trump, premier mandat, lui a envoyé en décembre 2018. C'est un texte d'une page qui a été écrit au moment où le président des États-Unis décide de façon tout à fait unilatérale de se désengager d'Irak. Et son secrétaire à la défense rend son tablier et lui écrit une lettre qui est une leçon qui rappelle ce que c'est qu'un allié et qui lui rappelle que le bien le plus précieux dont disposent les États-Unis, ce sont les alliés qu'ils se sont acquis petit à petit depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un texte vraiment magnifique dont je vous recommande la lecture. Par la confiance. La confiance. Exact. Pardon. Je crois qu'il y avait une question ici, puis on va essayer de les distribuer du mieux qu'on Nido, je vous félicite pour le discours, très généreux en tout cas et très effément. Je suis assez sur deux observations, monsieur le ministre, par rapport au leadership. Et j'aimerais rappeler que justement dans ces périodes de Covid qui a pu surmonter la lumière en terre, pas rappeler aussi les initiatives et discours artificiels ensuite appelés à l'action enfin, je pense que toutes les équipes de la commission du président de la Sassone, qui a été, quand on avait eu une clé essentielle parmi les visions, je crois que le président du Parlement européen de 2019 à 2022 a non seulement parlé de la dette commune, je crois qu'il a été l'un des premiers à en parler, il bat ça en commun. C'est lui aussi avec voilà, qui n'avait pas initié tous ces discours, qui m'a juste rappelé qu'il est important de rappeler à quel point un président du Parlement européen et sa vision a toute son importance dans les urgences.
Merci de rappeler la mémoire de David Sassoli. Alors, il y avait des questions, mais je ne sais pas quel micro. Donc, celui qui a le micro pose la question. Merci beaucoup. Donc, bonsoir, Madame Paris et Monsieur Grozon. Donc, moi, je suis étudiante en master ad hoc public européenne à Paris 1. Je réalise un mémoire de recherche et dans ce cadre, j'ai une question pour Monsieur Breton. Est-ce que votre vision, pouvez nous les présenter, de l'Europe de la défense était-elle compatible avec les aspirations de la Commission 2019-2024? Et comment avez-vous procédé pour porter la position de la France à la Commission? Bon, d'abord, oui, par définition, elles ont été compatibles puisque elles ont été mises en œuvre et que donc si elles sont mises en œuvre, c'est évidemment qu'il y a d'abord un consensus du collège. Ça ne veut pas dire une majorité parce que le collège prend ses décisions ensuite de façon consensuelle, mais on peut être opposé. Mais après ça, s'il y a une majorité qui s'exprime, c'est la décision du collège et elle est collégiale, elle s'impose donc à tous. Donc, puisque tout ça a été fait, c'est qu'il y a eu en amont, au niveau de l'exécutif européen, évidemment, c'est le consensus. Donc, oui, on les a créés. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient là au début. Florence s'en souvient, sur la constellation, on était très peu nombreux, hein, il a fallu se battre. Donc, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut avoir le leadership et prendre son bâton de pèlerin, convaincre, etc. Et deuxièmement, pour votre deuxième question, lorsque l'on est commissaire européen, très peu de temps après avoir été nommé, puis, je le rappelle quand même, c'est comme ça que je suis arrivé à la commission, on passe devant le Parlement, et le Parlement vous auditionne, et derrière vote, et vous passez ou vous ne passez pas. Ce qui fait qu'on est quand même, de façon intermédiaire certes, on est quand même élu, et on a la légitimité du Parlement qui représente nos 450 millions de concitoyens. Intermédiaire certes, mais on l'a vu, il y a des fois ça passe, des fois ça passe pas. Donc il y a cette élection. Dès que vous êtes confirmé, l'ensemble de la commission est soumise au vote du Parlement et vous passez ou vous passez pas. Si vous passez, vous foncez ensuite à Luxembourg et vous savez pourquoi faire? Pour jurer, pas sur la Bible, mais sur le traité. Nous, on jure sur le traité. D'autres jurent sur la Bible. Nous, c'est le traité. Du jour où nous sommes commissaires, nous oublions évidemment, comme on dit dans notre jargon, le pays que l'on connaît le mieux, c'est entendu votre pays d'origine, pour ne servir désormais plus que l'intérêt général européen. Donc, il n'y a pas l'opposition, et je le dis très sincèrement, et jamais je n'ai reçu, j'ai beaucoup échangé avec les autorités de tous les pays, y compris les autorités françaises, bien sûr, mais jamais je n'ai reçu un coup de fil du président de la République, on a échangé, on échange. On va dire, Thierry, il faut faire ça. Et je dirais même que c'est interdit par les traités. Donc jamais... Alors, je ne vous dis pas que ça peut peut-être se passer dans certains pays, j'en sais rien. En tout cas, je peux vous dire que dans le nôtre, ça ne se passait pas comme ça. Et pourtant, j'ai le sentiment que finalement, on a pas mal développé les aspirations, la vision présentée dans le discours de Sorbonne, fondateur, que rappelait dans ses propos liminaires la ministre Florence Parly. On n'a donc pas besoin d'être là, mais parce que quelque part, il s'articulait pleinement avec ce que les faits qui nous étaient présentés imposaient pour défendre l'intérêt général européen. Et je vous assure que c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que ça se passe partout comme ça, dans tous les pays? Joker. Mais je peux vous dire que dans l'autre, c'était comme ça. Y compris du reste avec Florence, on se parlait, on échangeait, et après, voilà. Je trouve qu'on était souvent d'accord. Mais c'était pas... Voilà. Ça suffit pas. Question, merci beaucoup pour vos propos qui sont, en plus d'être très clairs, ils sont aussi très éclairants, mais aussi relativement optimistes. J'ai une question peut-être un peu à côté, mais c'est un des sujets que vous avez eu à traiter. J'ai l'impression qu'on a une autre énorme faille et on ne parle pas de cela, qui est le cloud. En fait, beaucoup de nos services, pratiquement tout ce qu'on a dans nos services publics, mais aussi dans nos entreprises,
c'est dans le cadre américain. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui... Je sais qu'il y a des initiatives, je parle chez Orange, vous avez deviné. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait à ce stade ou c'est déjà trop tard? Non, mais c'est un sujet essentiel. On aurait pu parler encore beaucoup. Le reste, il va falloir qu'on arrête parce qu'il est déjà 7h moins 10 et on devait arrêter à 6h30. Donc, on va être malheureusement obligé de bientôt d'arrêter. On aurait pu continuer toute la soirée. Cet échange très, 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 très riche. Mais non, c'est un sujet essentiel. Tous les aspects qui concernent le numérique et qui concernent les données, c'est un sujet essentiel. Les problèmes de souveraineté numérique, c'est un sujet essentiel. On a mis une régulation en place, et la régulation notamment qu'avec mes équipes dans mon volet, donc commissaire au numérique, on a mis un certain nombre, comme vous savez, de régulations en place, à la fois pour créer la profondeur de l'espace informationnel, enfin européen, avec une seule régulation, un seul régulateur pour les 27, et plus les 27 marchés différents. Ce qui fait qu'on a enfin un marché numérique intégré, avec le DMA, avec le DSA, avec le Data Act, avec le DGA, et enfin avec les IACT. Et ça, c'était vraiment le travail que, avec mes équipes, on a voulu porter, qui comprend évidemment tous les aspects de sécurité et de souveraineté dont vous parlez. Ils sont dans toute législation. Je rappelle que toutes ces législations, je le redis parce c'est très important en ce moment où on sent qu'il y aurait peut-être des velléités outre-Atlantique de faire du marchandage sur le thème on baisse les tarifs, mais vous enlevez telle ou telle régulation qui ne nous gêne pas, et qui nous gêne plutôt. Il ne faut pas rentrer c'est notre démocratie qui l'a voulu. Elle a été votée, encore une fois, toutes ces lois ont été votées à une très, 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 très large majorité par le Parlement européen et toutes à l'unanimité du Conseil européen. Donc, je le rappelle. Donc voilà, alors on a ensuite derrière effectivement des sujets absolument essentiels. Vous voyez, on a zéro naïveté, on sait exactement ce qui se passe, comment ça se passe. Je dois dire que lorsque je défendais ces sujets, on retrouvait là encore certains comportements de certains de mes collègues qui appartenaient à des États membres pour lesquels, je dirais, l'importance américaine avait une nature un peu différente que pour nous. Et donc, on avait quelques difficultés. Et là, il fallait beaucoup, beaucoup d'énergie pour faire avancer les choses. On l'a fait avancer quand même. Ce n'est pas encore parfait. Mais vous voyez, je pense qu'avec ce qui est en train de se passer, les barrières tombent aussi. Quand je vois, par exemple, un pays comme le Danemark, je cite le Danemark pas par hasard, puisqu'on sait que il y avait des câbles qui transitaient par une île au Danemark Et on a eu des incidents. et on a eu des incidents. Ça veut dire que je n'en dis pas plus, c'est ça? Et on a eu des J'ai eu des discussions, comment dire, viriles Voilà, avec mon homologue danois. danois. Et Mme Merkel a découvert qu'elle avait été écoutée, y compris par les Alliés. Voilà. Donc on connaît tout ça. Hein, voilà. Donc alors, maintenant, les choses ont changé. Mme Frederiksen, qui est la première ministre danoise, qui a quelques soucis aussi de ces territoires annexes aujourd'hui, donc semble avoir aussi changé un peu d'avis. Donc tout ça, tous ces changements font que je pense que pour mes successeurs, les choses, à partir du moment où ils vont bien être conscients de où se situe l'intérêt général, les régulations sont là. Elles ne sont pas encore parfaites, mais elles ont le mérite d'exister. C'est bien de les appliquer maintenant, de les appliquer dans toutes leurs dimensions, y compris celle-là, et uniquement en ayant en tête le sujet de savoir si elles sont respectées ou pas. Et par parenthèse, pas uniquement ciblées contre un pays. On a ces régulations, elles sont faites pour protéger nos démocraties, nos entreprises, nos concitoyens, nos enfants, et ça concerne tous ceux qui ont la chance de venir opérer en Europe. On est le premier marché numérique du monde libre, une fois et demie plus grand que le marché américain, et on accueille tout le monde, les plateformes singapouriennes, les plateformes chinoises, les plateformes américaines, les plateformes européennes, mais toutes doivent respecter nos lois. Merci. Je vais prendre une toute dernière question. Alors, je crois qu'il y a un micro. Merci. De Dominique Gris, membre britannique du conseil d'administration de l'Institut Jean Monnet. Comment, si nous voulons faire une défense en commun, allons-nous pouvoir relever le défi d'intégrer le Royaume-Uni
dans la procuration de l'armement, vu que le Royaume-Uni est en dehors du marché unique. Voilà un défi, et pour prendre ce que ça dit sur la forme, si on se concentre sur un point précis, ça peut entraîner d'autres choses qui, selon Polo, et probablement qu'on l'aura ici. Je réponds ou pas? Je n'ai pas quelque chose à paver. Bien, alors, j'ai toujours fait partie de ceux qui pensaient que le Brexit n'avait pas été une excellente décision, et en particulier lorsqu'on en avait en charge les questions de défense. Personne ne dira, je pense, le contraire dans cette salle, lorsque je dis que, et j'affirme que sur le continent, enfin, en Europe au sens large, et pas simplement continental, euh, il y a deux armées qui partagent beaucoup en commun, par leur capacité, par leur expérience, par leur histoire et par leurs valeurs aussi. Ce sont les armées britanniques et les armées françaises. Bien. Néanmoins, la décision du Brexit a rendu, très franchement, les choses compliquées. Nous avions, et nous avons toujours d'ailleurs, une entreprise qui est notamment franco-britannique, qui est MBDA, bon, qui était finalement tout ce qui nous restait de coopération industrielle entre la France et la Grande-Bretagne. Et force est de constater que gérer des projets communs qui restent alignés l'un par rapport à l'autre, même lorsque l'on a un réceptacle industriel commun, a été, du temps où je m'en occupais, un véritable défi. J'espère que les choses se sont réalignées, mais je n'en suis pas complètement certaine. Donc, au moment où les barrières tarifaires se dressent un peu partout, ou qu'en tout cas les menaces de barrières tarifaires se dressent partout, oui, il faut que nous inventions des choses intelligentes pour pouvoir remettre autour de projets communs des partenaires qui ont beaucoup à faire ensemble. J'en suis persuadée. Mais je dis ça avec un voisin qui sait aussi qu'on ne peut pas dissocier complètement les affaires de défense du reste, parce que tout se tient. Tout ce que nous avons évoqué pendant ces 2 heures montre que tout se tient. Ce que nous faisons dans le domaine du cloud est lié à ce que nous faisons dans d'autres domaines, et notamment celui de la défense. Donc, il nous faut sans doute retrouver avec nos amis britanniques des voies de coopération qui nous permettent pas seulement de converger dans un domaine, celui de la défense, mais plus largement de repartager des objectifs communs. Alors là aussi, la question c'est de savoir si est-ce qu'on ne va pas gâcher une bonne crise? Est-ce que la crise que nous inflige au fond Monsieur Trump sera une source de reconsidération des rapports que le Royaume-Uni entretient avec l'Union européenne, ou pas? Et jusqu'où pourrons-nous aller? Peut-être juste un petit mot complémentaire. Je partage tout ce qui a été dit, y compris la toute première partie de votre intervention, Florence. Je fais partie aussi de ceux qui regrettent, comme beaucoup, mais j'ai même cru comprendre que c'était désormais la majorité des citoyens britanniques, désormais. Donc on est tous comme ça. Mais je crois qu'il ne faut pas se raconter une histoire. Je crains malheureusement que notre génération ne voit pas ce à quoi vous semblez vouloir aspirer légitimement, à juste titre, et sans doute moi aussi. Il faut être objectif. Ce sera très difficile. Et je pense il faudra beaucoup de temps. C'est une décision souveraine. Alors, les stop and go, c'est extrêmement difficile. Il y a à garder tout le reste des 27. Donc, je ne vois pas aujourd'hui ce chemin-là. Voilà, je vous le dis très sincèrement, et je le regrette. Mais je crois qu'il ne faut pas se bercer d'illusions. Ça sera un très long chemin. J'espère qu'on le prendra ensemble, chacun du côté de la Manche. La défense, évidemment, elle est remise au goût du jour. Et quelque part, et vous le savez, on le sait tous les deux, bien que le Brexit ait cassé beaucoup de choses, le Brexit n'a pas cassé les relations entre militaires. Je ne parle pas de la défense industrielle. Je parle de militaire à militaire. Les relations ont toujours été
très positive, fluide. Et je crois qu'on peut dire, Florence, que ça ne s'est jamais arrêté Reste profond. et elles restent très profondes. Elles vont se renforcer, c'est certain, avec ce qui se passe. Y compris parce que désormais, dans le monde où on ne reconnaît que les superpuissances, les autocrates ou les milliardaires, nous ne sommes ni milliardaires ni autocrates, mais on est deux à être des puissances dotées. C'est du reste peut-être pas un hasard que les deux puissances dotées se sont retrouvées à Washington, invitées l'un après l'autre. Donc ça nous réunit. Ça nous réunit, et on en revient à la discussion qu'on a eue, qu'il faudra élaborer. Maintenant, sur les aspects industriels, bien sûr, mais je crois qu'il serait illusoire aussi de dire on va de nouveau ouvrir l'ensemble des programmes, pour une raison assez simple. C'est que j'espère que ce que nous avons engagé va se poursuivre, à savoir que l'argent communautaire que nous allons mettre pour développer nos industries de défense nous permettra de regagner plus d'autonomie, et notamment de bénéficier aux industries françaises, allemandes, européennes au sens large, et qu'elles ne seront pas soumises à des contraintes, notamment parce que une partie viendrait d'un autre pays qui imposerait ces contraintes. Donc si la Grande-Bretagne, dont on connaît les relations historiques avec son partenaire américain, accepte de jouer ce rôle, et je connais que ce sera très difficile, compte tenu de la dépendance aujourd'hui, plus importante de la Grande-Bretagne avec les États-Unis d'Amérique que d'autres pays, ce sera un sujet qui viendra en discussion lorsque la question de développer, d'ouvrir éventuellement des programmes viendra sur la table. Donc voilà, je vous mets un peu là tous les obstacles qu'il peut y avoir, mais je partage avec vous votre double sentiment, votre double volonté, le fait que j'espère vraiment que nos amis britanniques vont rejoindre ce projet. Je ne suis pas naïf et donc je vois le cheminement qu'il y a à prendre. J'espère aussi qu'on augmentera massivement, significativement nos coopérations et que la Grande-Bretagne suivra le chemin que je souhaite pour l'Europe dans son autonomie stratégique. Et dans l'autonomie stratégique, il y a autonomie. Merci, merci beaucoup, Madame la Ministre, Monsieur le Commissaire. Bon, c'est bon, on va devoir conclure maintenant. On a, vous l'avez remarqué, dépassé. C'était tellement passionnant, c'était impossible d'interrompre. Donc, merci d'avoir conclu de façon si magistrale notre colloque. Moi, ce que je retiens, c'est votre confiance dans notre capacité, dans le cadre des structures institutionnelles existantes, que ce soit l'OTAN, les institutions européennes ou éventuellement même des cadres transversaux de collaboration entre pays, notre capacité avec, bien sûr, de la vision, une vision exprimée clairement, avec de la méthode aussi, en sachant saisir le moment qu'on a aujourd'hui, avec du courage politique, du leadership et de la vitesse, être capable de peut-être réaliser des choses qu'on n'aurait pas cru possibles il y a encore un an. Donc, nous, on avait l'habitude de voir un peu le silver lining, le moment à saisir à la monnaie, à money time, sans mauvais jeu de mots. On est peut-être là en ce moment et vous nous avez certainement inspiré avec votre capacité à réaliser ça sans perdre de grandes transformations, de grands chamboulements qui pourraient créer des perturbations qui viendraient gêner le mouvement, notre capacité à réaliser ça. Donc, merci beaucoup. Je voudrais à nouveau remercier tous ceux d'entre vous qui nous ont suivis pendant cette journée, y compris en live. Remercier à nouveau tous les contributeurs, les partenaires du colloque, dont je bats, qui était à nouveau le nom, la Maison de l'Europe qui nous a accueillis aujourd'hui. Et je pense qu'on est à la veille d'une grande aventure dont on ne pensait peut-être pas qu'elle se présenterait de cette façon, mais à nous de savoir la saisir. Merci beaucoup.